Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors, une annonce pour pour aujourd'hui. Enfin, il y a quelques jours, j'ai changé de nom de ma chaîne. Euh, de matérialisme populaire, j'ai renommé la chaîne Vers la République sociale. Alors bon, ma chaîne a déjà connu plusieurs changements de nom, hein. Au début, gauche matérialiste, puis matérialisme populaire, puis non, au début gauche du réel, puis gauche matérialiste, puis matérialisme populaire, puis vers la République sociale. Alors, il y a un petit historique à cela. Je considérais qu'il fallait qu'il y ait une gauche qui soit en accord avec le réel. C'est pour ça que j'avais pris le nom de gauche du réel, avec les réalités sociales, avec la réalité matérielle. Donc par opposition à la gauche européiste, par opposition à une gauche bizarre qui flirte avec les islamistes, par opposition à une gauche atlantiste, par une opposition à une gauche woke, postmoderne, qui raconte des trucs intersectionnels, qui raconte des trucs qui sont non seulement absurdes, mais complètement habitables pour le moyen. Donc seulement cette expression est utilisée par le centre-gauche pour prétendre démagogiquement être en phase avec les réalités populaires alors que c'était juste du blabla. Voilà. Et que c'était juste une formule creuse dans le genre des mecs du PRG ou du PS. Donc voilà, enfin, c'est comme ceux qui se disent je suis de gauche mais pragmatique. Voilà, je suis pragmatique, ça veut dire que que je collabore avec les caps, avec les pires libéraux et les pires capitalistes. Bon, voilà. Donc du coup, j'avais changé de nom pour gauche matérialiste. Au début, je voulais pas faire non plus sur une approche philosophique trop. Voilà. L'idée de réel était plus simple, plus prosaïque que- qu'un terme certes basique de philosophie, mais qui prêterait confusion comme matérialiste. Alors bon, souvent, vous savez, quand on parle de matérialiste, il y a des gens qui pensent que cela signifie volonté d'accumulation des biens matériels. Il faut leur expliquer que le matérialisme est la philosophie considérant que les idées sont le produit de la matière et non l'inverse, et qu'il y a un seul et même monde, il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y a que le monde de la matière et que les idées sont produits de la matière. Hein, le matérialisme, c'est la base de la pensée scientifique et rationnelle moderne, qui considère que les idées sont le produit de la matière, sont le produit de la réalité matérielle. Donc voilà, donc du coup, j'avais renommé gauche du réel, j'avais renommé gauche matérialiste. Bon. Et puis, je me suis mis à renommer ma chaîne Matérialiste populaire. Alors pourquoi? Parce que je me suis mis à penser que le clivage gauche-droite, bien qu'ayant une certaine pertinence historique, était insuffisant et trop vague, et parfois on avait affaire à une gauche qui était suffisante et qui négligeait le peuple, négligeait l'intérêt populaire, la souveraineté populaire, la vie de ce même peuple, voilà, les besoins du peuple, et qu'on avait une gauche bourgeoise, une gauche du capital, qui n'avait rien à voir avec le peuple. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui me fait de moi un homme de gauche? C'est un attachement à la rationalité scientifique, voilà, d'un côté, et d'un autre côté, un attachement à la souveraineté populaire, à la démocratie, à l'égalité en droit, à la solidarité nationale, au service public, donc au peuple, ouais. Au peuple, à la raison, à la science. Bon.
Donc voilà, je vais faire plus concret, je vais parler de matérialisme populaire. Je vais être plus précis, plus, voilà, plus dans le sujet. Et puis, bon, il reste qu'une chose, c'est que, contrairement à gauche, cette notion-là exprimerait plus une méthode qu'un camp politique, qu'un ensemble de valeurs. Et en effet, ma chaîne n'est pas une chaîne axée principalement sur la philosophie. C'est une chaîne axée principalement sur la politique. C'est une chaîne politique, hein, assurément une chaîne politique. Donc, certes, la philosophie m'intéresse à titre individuel et je peux en évoquer quelques morceaux sur cette chaîne, mais eh bien, il faut assumer plutôt un nom qui parle politique. Voilà. Donc, j'ai renommé ma chaîne vers la République sociale. Alors, je suis un communiste républicain, un socialiste républicain. Je suis pour une république socialiste en France, hein. Je suis pour la synthèse d'idées républicaines et socialistes, hein. Je me réclame d'un communiste républicain. Et le concept la- le qualificatif de Jacobin rouge me désigne parfaitement. Eh bien, il y a un homme dans l'histoire politique de notre pays que l'on peut désigner comme un Jacobin rouge, qu'on a trop souvent désigné comme un social-démocrate à tort par ailleurs. Eh bien, c'est Jean Jaurès. Et Jean Jaurès, l'un de ses textes fameux, se nomme Vers la République sociale. Donc c'est une référence à Jean Jaurès. Alors, notre ami Jaurès, on l'a trop souvent négligé. Jaurès, on l'a trop souvent traité de social-démocrate en le traitant de socialiste réformiste. Seulement Jaurès n'est pas Léon Blum, hein. Jaurès est largement plus à gauche que Léon Blum. En fait, Jaurès le dit très ouvertement en 1904, dans le premier article de l'Humanité, que le but du socialisme, tel qu'il l'entend, hein, c'est la mise en commun des moyens de travail. Hein, pour qu'en fait les classes disparaissent et que chaque nation soit une humanité réconciliée avec elle-même. Donc en fait, Jaurès est communiste. Hein. Passage, bon. Voilà. L'article, ça c'est un article de l'Humanité, hein, sur le but du socialisme. Mais le texte de la République sociale, c'en est un autre. Bon, vers la République sociale, c'en est un autre. Il y a aussi pour la laïque, l'armée. Il y a plein mal de textes de Jaurès, d'ouvrages de Jaurès, comme Études socialistes ou l'Armée nouvelle, qui sont tout à fait intéressants. Et trop souvent, on a beaucoup de gens qui n'ont pas lu Jaurès et qui le jugent comme un social-démocrate, qui le jugent comme un réformiste, parce que celui-ci veut utiliser les élections pour graduellement arriver au socialisme, à une société débarrassée du capitalisme. Donc sur le fait que quand tu serais un communiste, tu devrais tout de suite foncer dans le tas en voulant faire la révolution, sinon t'es pas un vrai communiste. C'est idiot, hein. Jaurès est un communiste. Il est pour la mise en commun des moyens de travail. Point. Euh, alors le fait qu'il passe par les élections, le fait qu'un communiste passe par les élections ou par une révolution ne change rien à son but de mise en commun des moyens de travail. Hein. C'est une méthode, et c'est une méthode d'autant plus efficace qu'elle permet aussi de mettre en place des réformes qui rendent populaire un parti socialiste, communiste, comme vous l'entendez, suivant le sens que l'on donne à l'époque à ces mots, ça varie un peu. La chose désigne pas tout à fait la même chose, hein. Eh bien, selon
selon cette méthode, on peut donner une certaine popularité à un tel parti, on peut faire alléger la souffrance des prolétaires et préparer à la socialisation des moyens de production, et ce en évitant les risques d'une révolution violente. Alors, aucune option dans l'absolu n'est exclue, hein. Vous pouvez toujours avoir un régime autoritaire, antidémocratique, qui verrouille le système et empêche tout changement. Et dans ce cas-là, une insurrection est tout à fait valable et logique. Et moi, ce que je vois, c'est des gauchistes qui me sortent que Jaurès est un social-démocrate parce que ne serait qu'un réformiste. C'est-à-dire que Jaurès, ce qu'il défendait, c'est un évolutionnaire révolutionnaire. Donc le réformisme de Jaurès n'est pas faire quelques petites réformes pour collaborer avec la bourgeoisie. Non, non, non. C'est des réformes comme levier de transformation révolutionnaire de la société. On utilise la légalité, certes, pour arriver à des buts qui sont subversifs, révolutionnaires. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que Jaurès, c'est un gentil humaniste, social-démocrate, pacifiste, avec toutes les fleurs, et qui voudrait limite en faire une forme de gauche molle, social-démocrate, limite européiste, ou libre-échangiste, ou social-libéral comme le PS. Jaurès, c'est pas le PS, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jaurès, c'est pas la gauche Terra Nova, c'est ni le PS, ni la gauche Terra Nova, ou LFI, et tous les SOSDEM, ou j'ai envie de dire pour LFI social-fasciste, mais bon, c'est encore un autre débat. Euh, que Jaurès, lui, contrairement, il serait pas passé pour un SOSDEM aujourd'hui, mais il y aurait beaucoup de gens qui le traiteraient de rouge-brun, hein. Enfin, entre guillemets. Alors, ça veut dire que cette notion-là est assez extensive et on peut désigner n'importe qui comme rouge-brun, rouge-bleu, comme disent certains, avant de traiter quelqu'un de rouge-brun, certains disent rouge-bleu, par exemple, pour dire que quelqu'un est trop patriote et républicain à leur goût. Euh, je crois qu'il y a un gauchiste un peu spécial, un youtubeur gauchiste qui avait qualifié Chéniaud de rouge-bleu avant de le qualifier peut-être un peu plus tard de rouge-brun, en disant en sous-entendant que c'était mal d'être patriote et républicain. Bon, Louis Chéniaud, c'est pas ma tasse de thé. Le mec est un peu louche sur les bords avec ses pratiques financières un peu douteuses, hein. Il a tendance à bien aimer l'argent pour quelqu'un qui se dit communiste et à être un peu dans être un peu dans la charlatanerie et à vouloir mettre trop en avant son christianisme. Il a le droit d'être chrétien à titre personnel, hein, voilà. Mais c'est pas un sujet politique. Bon. Bon, et d'avoir certaines déviations, peut-être droitières, bon, bref. Loïc Chéniaud, c'est pas vraiment mon sujet, je m'en fiche. Mais Jaurès serait passé pour un rouge-brun sur un certain nombre de sujets. Bon, Marx aussi, Georges Marchais aussi, mais Jaurès est un patriote, c'est un jacobin, malgré... c'est-à-dire que c'est un jacobin, il est pour la République une et indivisible, malgré son attachement, que je trouverais un peu ridicule, aux langues régionales. C'est ce qui est là, il déroge un peu sur ça, il faut l'avouer, mais bon, voilà, c'est moins important c'est moins politique, c'est plus, on va dire, folklorique et culturel qu'autre chose. Les langues régionales, je suis plutôt contre les langues régionales à titre personnel, mais bon. Euh, il est pour le service militaire, mais il faut le comprendre aussi dans son contexte de citoyenneté. Je ne suis pas favorable au service militaire à titre personnel, mais bon, c'est pas un axe principal de ma pensée politique, parce que d'être favorable ou non au service militaire, enfin, il est favorable à une armée de citoyens, hein, ce qui se comprend comme un contre-pouvoir politique de l'armée. Euh, bon.
Ah oui, citoyen soldat. Et héritage de la Révolution française aussi. Les citoyens en armes. Euh, et patriote, oui. C'est l'artisan de la loi de 1905. Donc pour un mec de LFI, quelle horreur, hein. C'est déjà le fascisme que d'être laïque. Quand on est laïque, on est un laïcard pour un mec de LFI. Et quand on est un laïcard, on est contre les les gentils islamistes. Bon, désolé, mais LFI me tape un peu sur les nerfs. Mais quand on a aujourd'hui des gens qui assimilent la loi de 1905, loi de progrès social, loi de gauche, hein, jaurésienne, par ailleurs, à de l'extrême droite, ça vous, bah, ça vous fout un peu les boules quand on a cette gauche-là aujourd'hui, hein, qui est pas foutue d'honorer l'esprit de la loi de 1905. Euh, bon, et qui qualifierait Jaurès d'horrible réactionnaire pour ça, sans doute. Quoique, il y a des jugements différenciés entre christianisme et islam, si je là, en se disant pas que c'est quand même un peu le même genre de superstition idéaliste. Bon, bref. Euh, et Jaurès était contre l'immigration. Enfin, il critiquait dans l'immigration. Si vous relisez son socialisme pour un socialisme douanier de Jaurès, il critiquait, eh ben, en fait, la même chose que critique Marx dans le Capital, hein, quand il parle d'armée industrielle de réserve d'armée industrielle de réserve, par rapport à l'accroissement relatif de la population, tendance accroissement relatif de la population, croissance relative de la population. Bon, bref, il y a un passage du Capital dans lequel Marx parle de l'immigration, il parle d'armée de réserve industrielle, donc l'armée de réserve industrielle, ce n'est pas que l'immigration, hein, je précise. C'est aussi le chômage, la mécanisation qui fout des ouvriers au chômage, etc. etc. C'est voilà, c'est la masse des travailleurs sans emploi qui fait pression sur les salaires. Bon. Mais l'immigration est un facteur inclus parmi l'armée de réserve industrielle. Donc, ce n'est pas un facteur unique, c'est un des facteurs. Euh, voilà, donc il y a ça. Jaurès, comme Marx et comme Georges Marchais ensuite, comme Georges Marchais le fera ensuite, critique l'immigration. Quoi d'autre Ben Jaurès, oui, Jaurès défend l'idée de nation. Jaurès n'aurait pas été un européiste aujourd'hui, il aurait été un souverainiste. Il aurait été attaché, comme tout jacobin, à la cause de l'indépendance nationale. Jaurès défendait le patriotisme et l'internationalisme. Il considérait qu'il y avait un lien entre les deux, qu'on pouvait tout à fait défendre la patrie, l'indépendance nationale, défendre son pays. Ils avaient des distinctions d'ailleurs entre guerre offensive et défensive. Et en même temps être pour l'amitié entre les peuples. C'est quelqu'un qui était dans un internationalisme authentique, c'est-à-dire qui n'était pas dans un cosmopolitisme bourgeois, qui considérait qu'il y avait une existence des nations à défendre et qu'on pouvait tout à fait être pour la solidarité internationale des travailleurs à côté. C'était pas un sans-frontiérisme à prétention internationaliste. D'ailleurs, non, internationaliste, c'est pas antinationaliste. Inter, c'est entre, et du coup, il y a nation dans l'internationalisme. Donc voilà, il faut comprendre Jaurès, hein. Alors, Jaurès est un marxiste hétérodoxe, un peu comme moi. Euh, eh bien, Jaurès, c'est un marxiste hétérodoxe qui défend l'idée d'État-nation et qui ne croit pas du tout qui ne croit pas à la théorie du dépérissement de l'État, qui ne croit pas à vraiment à ce qu'on puisse surpasser les nations en fait. Il croit qu'on puisse. En fait, Jaurès défendrait plutôt une harmonie entre les nations grâce à la lutte des classes. Enfin, une paix entre les nations, qu'une dissolution des nations. Bon, voilà. C'est un homme de la Révolution française. Jaurès, c'est un homme qui considère qu'il y a une continuité de principe entre république et socialisme, entre république et lutte des classes. Et qu'une continuité, c'est la continuité en termes de principes démocratiques, l'extension de principes démocratiques. Jaurès dit
Jaurès dit non seulement que sans la République, le socialisme est impuissant, et que sans le socialisme, la République est vide, mais il dit aussi le socialisme, c'est la République jusqu'au bout, avec un maximum de démocratie. Tout est dit là-dedans. Donc voilà, Jaurès est un homme de synthèse. C'est en ça qu'il est intéressant. Alors, je suis plutôt jaurésien, je ne suis pas un jaurésien dogmatique. Alors bon, déjà, je considère que la pensée de Jaurès est précieuse par cette synthèse entre républicanisme jacobin et mouvement ouvrier et marxisme, et entre patriotisme et internationalisme, c'est-à-dire le vrai internationalisme, pas le gauchisme, euh, mais aussi que c'est insuffisant. Je ne suis pas un jaurésien dogmatique. Alors pour moi, on peut pas, on doit faire la synthèse entre la pensée du camarade Jaurès, du citoyen Jaurès, et du camarade Lénine. Donc Jaurès pour la continuité de principes républicains et socialistes communistes, Lénine pour le parti d'avant-garde, les organisations, toute la théorie sur les partis d'avant-garde, les organisations de masse, la critique de l'impérialisme comme ça suprême du capitalisme, etc. La critique du gauchisme et de l'opportunisme, le centralisme démocratique. Voilà. Alors peut-être des différences peut-être sur un droit de tendance qui serait reconnu sous condition que ce droit de tendance ne nuise pas à l'unité du parti et à sa cohérence idéologique globale, quand même des principes de base, mais qui puisse avoir un droit de tendance qui ne rende pas le parti monolithique, ce serait nécessaire. Bon, bref. Mais il faut un parti d'avant-garde qui forme les travailleurs, euh, qui forme ses militants, et il faut la continuité entre socialisme et république dans notre pensée. Alors, voilà, faut nourrir la pensée géorgienne des apports léninistes. Moi, je suis un jaurésio-léniniste, tout comme je suis un jacobino-marxiste. Je considère que, voilà, qu'il faut avoir, par exemple, quand je dis que je suis un jacobino-marxiste, j'ai une conception jacobine de l'État-nation et une conception, disons, une conception marxiste de l'économie. Et bien pareil, quand je dis que je suis jaurésio-léniniste, j'ai des valeurs jaurésiennes et une vision de l'organisation et de la stratégie qui est léniniste. Alors, donc, je pense, quand je dis ça, que c'est absolument nécessaire de... alors, déjà, je ne suis pas un jaurésien dogmatique, je considère que Jaurès a des écueils. Je suis critique du parti de masse, je préfère le parti d'avant-garde. Je suis critique de Jaurès sur les langues régionales. Sur le plan de la laïcité, moi je suis plus sur une laïcité à la Maurice Allard. Jaurès a été l'artisan de la loi de 1905 et on ne peut que lui en être reconnaissant. Mais moi, ma version, c'est celle de Maurice Allard qui veut interdire la soutane et remplacer les jours fériés religieux par des jours fériés républicains. Moi, je suis pour une version plus radicale de la laïcité que Jaurès. Je considère qu'il avait tort quand il disait à Maurice Allard la France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. Parce que Maurice Allard voulait justement aller plus loin dans la laïcité et être dans une approche beaucoup plus anticléricale. Et sur ce point, je soutiens plutôt Maurice Allard. Euh, c'est mon petit héritage hébertiste, je crois. Euh, autre point. Jaurès, Jaurès semble avoir une vision parfois un peu
idéaliste, mais aussi matérialiste. Bon, alors, Jaurès semble avoir une vision théologique, panthéiste, et ne pas être un athée, contrairement à moi. Bon, chacun a sa conviction personnelle sur le sujet, mais je considère qu'il faut défendre plutôt une vision matérialiste conséquente. Voilà, je serais sur le sur l'idéalisme de Jaurès. Bien Jaurès prétendait mélanger les deux. Bah, c'est difficilement conciliable a priori comme conception, mais c'est intéressant sur le plan philosophique. Et je serais plutôt dans une approche gramscienne sur la question, de considérer qu'effectivement faut être matérialiste, considérer d'abord la réalité matérielle, ne pas le faire au détriment de l'art et de la philosophie et une certaine capacité d'abstraction malgré tout de l'esprit humain. Ce qui n'est pas fondamentalement la distinction entre matérialiste et idéaliste, mais peut-être entre idéaliste et physicaliste, hein, parce qu'un matérialiste n'est pas un physicaliste. Les physicalistes, c'est ceux qui considèrent que c'est certes des matérialistes, mais qui considèrent que on peut tout résoudre à des lois physico-chimiques. Et donc, pour qui les questions philosophiques, artistiques, esthétiques, morales et compagnie, tout ce qui est du domaine des sciences humaines, ils vont plutôt le négliger puisque tout est processus physico-chimique. Voilà, enfin, c'est un peu la conception que pouvaient avoir par exemple des partisans de la technocratie aux États-Unis, le physicalisme. Donc, ce qu'on pourrait appeler peut-être un matérialisme vulgaire, pour reprendre un vocabulaire de Gramsci, mais dans la lutte des classes, il faut à la fois se défendre une vision où on se concentre sur l'économie, certes, mais il y a aussi une bataille sur le plan des idées, une bataille idéologique, politique, quelque part culturelle, hein, parce qu'on a aussi la question de l'obscurantisme religieux à combattre. Hein, donc c'est une lutte idéologique, c'est pas le pur terrain de la grève des hausses de salaire, si on veut. Donc il y a des combats à mener sur le plan des idées. Alors, c'est peut-être pas être idéaliste, mais en tout cas pas au sens philosophique, peut-être au sens où on entend courant du terme. Bon, j'ai un peu dérivé là-dessus, mais voilà, voilà je serais beaucoup plus matérialiste que Jaurès dans mon approche des choses en tant qu'athée, très critique des religions. Et voilà, le, il avait développé une conception un peu mystique, panthéiste, du fait que pour lui, le socialisme serait une forme de divin, Jaurès. Bon, c'est une conception qui lui était toute personnelle. Bon. Laissons-la à côté de ce qui est intéressant chez lui. Et il faut dire qu'il y a des choses intéressantes. Bon, il se peut que ce divin, dans sa vision du socialisme, à Jaurès, soit justement une approche universaliste des choses. Justement. Ce qui peut le rendre assez intéressant de ce côté-là, du point de vue moral. Du coup, une autre chose sur laquelle je serais à la fois pour et contre Jaurès, c'est sa vision parlementariste. Alors, moi je suis critique du parlementarisme et de l'antiparlementarisme. Je considère qu'il faut avoir nécessairement un parlement, mais je ne considère pas que le parlement est l'alpha et l'oméga de la démocratie. Je considère que le plébiscite, l'élection du gouvernement au suffrage universel direct, a son importance. Je ne suis pas pour un régime purement parlementaire. À titre personnel, je considère qu'il y a des alternatives à un modèle césariste bonapartiste comme celui de la Ve République, enfin, qu'on a pu souvent qualifier de césariste ou de bonapartiste du fait du pouvoir exécutif fort, quoique ce soit semi-présidentiel et pas purement présidentiel. Mais je suis critique aussi des régimes parlementaires de la Première, la Troisième et Quatrième République. La Troisième République qui au début devait être un régime présidentiel, tout comme la Seconde République
Soit la Deuxième République l'était. Mais voilà. Euh, mais je ne considère pas que le parlementarisme est l'alpha et l'oméga de la démocratie. C'est une part essentielle de la démocratie qu'on ne peut négliger, mais ce n'est pas, c'est un élément, pas, pas l'incarnation de la démocratie. Alors, il n'était pas dans une approche naïve sur le sujet, il était aussi pour des éléments de démocratie directe, Jaurès. Hein. Il était pour des éléments d'initiative citoyenne, ce genre de choses. Il aurait été pour la révocation des élus, un contrôle fort sur des citoyens sur les élus, il aurait été pour ça, pour cela, Jaurès. Hein. Certainement. Voilà. Donc, l'opposition entre un système césariste entre guillemets et Bonaparte et césariste ou bonapartiste et un système de république parlementaire, de république présidentielle, semi-présidentielle ou parlementaire, pour moi, ça c'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Pour moi, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux, potentiellement des organes politiques en plus qui gèrent les conflits entre les deux ou qui instaurent une sorte de contre-pouvoir ou deux et des procédures de rappel comme le référendum revocatoire ou le RIC, enfin d'initiatives populaires comme le RIC, euh, certainement, et d'autres éléments de démocratie radicale. Mais il faut toujours des institutions représentatives pour que ça fonctionne. Bon, bref. Voilà, donc ce qui est intéressant, sinon, avec Jaurès, c'est qu'il défend un socialisme à la française au final. Un socialisme ancré dans l'histoire de notre pays, qui valorise la Révolution française. Hein, Jaurès dit je m'assois à gauche avec Robespierre, ce qui n'est pas rien. Un socialisme qui ne défend pas un discours anti-État. Hein, au moins, ce que je critique chez Marx, c'est la théorie du dépérissement de l'État qui pour moi est un cul-de-sac du point de vue de l'émancipation ouvrière. Jaurès défend l'idée plutôt que la République est, est la, est en, que dans la République, il y a en germe le socialisme. Et donc, ça sous-entend que la critique de l'État qu'en fait Marx est tout à fait critiquable. Et tout à fait, de ce point de vue-là, est tout à fait dépassable. Voilà, donc, un socialiste réconcilié avec l'État, je défends cela, ancré dans une tradition française. Alors, je ne suis pas un homme de tradition, mais je considère qu'il y a un contexte français avec des spécificités nationales pour la France et pour chaque pays. Donc chaque pays, si chaque pays développera un socialisme en fonction de son histoire politique, de sa géographie, de ses institutions, de son économie, de sa population, etc., etc. Des forces productives du moment, de sa culture, enfin de plein de facteurs qui, quoi qu'il en soit, sont nationaux. Après, l'évolution de ces facteurs à long terme, c'est encore autre chose. Et les liens entre les nations, ça a une importance aussi malgré tout. Mais voilà. Mais chaque socialisme, on ne va pas faire du socialisme en France comme on en fait en Algérie, et en Algérie comme en France. Déjà parce que euh, pour des questions d'ordre, on va dire, de la superstructure, je reprends un vocabulaire marxiste, la République laïque, ça s'applique plutôt dans un cadre français. Dans un cadre algérien, vous avez une très forte présence de l'islam et vous aurez au mieux un sécularisme anglo-saxon en fait. Vous aurez, enfin, il serait très difficile de mettre en place un modèle laïque à la française en Algérie. Euh, Ça serait souhaitable, hein, sans doute, de mon point de vue d'athée, critique des religions, que ce soit du christianisme ou de l'islam. Mais du point de vue des réalités politiques, culturelles, sociales, économiques, tout ce que vous voulez, de chaque pays,
eh bien, il faut s'adapter aux conditions nationales de chaque pays. Donc Jaurès, c'est un patrimoine du socialisme français. Jaurès a plutôt une bonne réputation. On a... La première chose que les gens entendent quand ils entendent Jaurès, c'est socialiste, modéré. Il n'était pas modéré, mais bon. Humaniste, démocrate. Alors, social-démocrate, malheureusement, il est assimilé à cela. Mais il n'est pas assimilé au goulag, hein, au parti unique. Parce que je vois beaucoup de courants d'extrême gauche, marxistes-léninistes, trotskistes, maoïstes, hodjaïstes et tutti quanti, eh bien, sortir avec des gros portraits de Mao, Hodja, Staline, Trotsky et compagnie, et je vois que soit ils ne convainquent pas grand monde parce que en réalité, ils font peur, hein. Le type qui a un gros portrait de Staline ou de Mao, il fait peur aux gens, malheureusement. Ou heureusement, parce que ça dépend quels sont les projets des uns et des autres. Euh, et, et vous avez des ratés historiques, ou théoriques. Le trotskisme, c'est un cul-de-sac théorique. C'est un cul-de-sac théorique sur la question nationale, le trotskisme. Quant à Staline, Mao et compagnie, il y a pas mal de gens qui sont des républicains, des démocrates conséquents, enfin des démocrates authentiques et sincères, qui risquent de cautionner un système antidémocratique et anti-républicain qu'est le capitalisme et le néolibéralisme, voire le néolibéralisme. Tout ça parce que des gens qui sont censés représenter le socialisme, le communisme, leur font croire que le communisme c'est le goulag, ou que le communisme c'est le parti unique, ou la Tchéka NKVD, en affichant un gros portrait de Staline ou de Mao. Alors la réalité de ces régimes-là est plus complexe, hein. Pour contrer la propagande anti-stalinienne, je peux vous dire sérieusement qu'on a une vision caricaturale, souvent en Occident, des régimes du bloc de l'Est. Une vision caricaturale qui ne prend pas en, parce qu'elle individualise, entre autres très fortement, les personnalités de Staline ou de Mao, ce qui n'est pas vraiment une lecture historique sérieuse, hein. Une lecture historique sérieuse ne se centre pas sur des grands hommes, des grandes personnalités, des grands individus, mais sur des rapports de force sociaux, on peut parler d'idéologie, d'économie, de politique, d'anthropologie, ce que vous voulez, de structure politique, de droit. Mais on a pas affaire à des hommes seuls, on a affaire à des groupes, des réseaux, de l'influence. Et résumer l'autoritarisme soviétique à Staline, c'est ne rien connaître de l'histoire soviétique. Ne pas comprendre le contexte de guerre civile et un autoritarisme soviétique qui a eu sous Lénine, qui de toute façon est mort en 1924, qui est tombé malade en 1922, qui n'a pas pu gouverner en 1922, donc qui a gouverné que pendant la période de guerre civile, au final. Ne pas comprendre les complots anticommunistes dirigés par différentes coalitions internationales. Les complots tsaristes ou anarchistes ou que sais-je encore, ou réactionnaires. Parce que l'anticommunisme, ça a pu être des actions violentes commises par l'anticommunisme, ça a pu permettre une paranoïa du pouvoir soviétique. En fait, le fait qu'il y ait des actions contre la jeune Union soviétique. Et il y a plein d'éléments qui expliquent une partie de l'autoritarisme soviétique. Expliquer, c'est pas excuser, hein, mais qui permettent de comprendre pourquoi il y a eu une déviation autoritaire. Pas que voilà, le discours avec Staline, il est méchant, il a une grosse moustache,
c'est limité. Dire que Staline est un saint, c'est une connerie. Dire que Staline c'est un diable, c'est un démon, c'est ne pas comprendre les rapports de force politiques qui existaient en Union soviétique. C'est plus complexe que ça. Sans dire que l'URSS c'était le paradis sur Terre, que tout était parfait. C'était pas non plus un enfer. Et pour reprendre une expression, Staline c'est pas le shaitan, c'est pas comme certains réactionnaires qui caricaturent Staline en 7 ans, ou voilà, réactionnaires religieux, bon, qui vont souvent d'ailleurs fricoter avec le Satan hitlérien contre le Satan stalinien, hein, au passage. Alors, par anti-stalinisme, certains allaient très loin, à gauche ou à droite, hein. On peut savoir ce que font certains trotskistes quand on a entendu parler de l'affaire du vol de Pietakov. Bon, bref. Mais il y a eu des progrès matériels dans la jeune Union soviétique. Seulement fétichiser la personne de Staline, de Mao, en faire des figures absolues, c'est ridicule. Il y a eu un autoritarisme soviétique, il ne faut pas se revendiquer d'un autoritarisme soviétique, d'un monopartisme de fait ou de droit. En réalité, c'était un monopartisme plutôt de fait. L'attentat des SR contre Lénine en 1918, en pleine guerre civile, l'adhésion du Bund au parti bolchevique, qui fait que, enfin des bundistes, des membres de l'Union générale des travailleurs juifs, qui était un parti minoritaire, au parti bolchevique, parce que de toute façon ils pesaient peanuts, et ils comptaient pouvoir rentrer dans un parti qui ferait réellement de la politique. Et comme le parti bolchevique avait mis caput l'église orthodoxe qui persécutait les juifs, eh ben, ils se sont dit, ils ont lutté contre l'antisémitisme, le parti bolchevique. Ils ont lutté contre l'église orthodoxe, contre les mecs qui les persécutaient. Ils ont lutté contre les centuries noires, ce qu'on appelait les centuries noires, l'extrême droite orthodoxe russe, et contre l'église orthodoxe en général, donc les tsaristes et compagnie. Donc voilà, il y a eu un monopartisme de fait qui a pu certainement être forcé par la police politique, la présence d'une politique politique, que ce soit la Tchéka, la GPU et compagnie. Mais constitutionnellement, si on prend la constitution de Staline de 1936, en théorie, une association, et il n'est pas interdit explicitement aux partis politiques de se considérer comme des associations, peuvent présenter aux élections des candidats librement sur des listes. Hein, la liberté, les associations ont la liberté de présenter des candidats aux élections en Union soviétique. Ils ne précisent pas les partis politiques, mais techniquement, un parti politique, c'est une association de personnes ayant des idées politiques. Ils parlent d'associations culturelles et sportives, de coopératives, voilà, de ce genre de choses, de syndicats, qui peuvent envoyer des candidats aux élections, en plus du Parti communiste, dans la Constitution de 1936, mais il n'est pas contre-indiqué il n'est pas indiqué qu'on attirerait l'existence d'autres partis politiques. Si on considère qu'une association est un parti politique. Bon, il y a eu un monopartisme de fait, il y a eu une élite dirigeante, des cadres dirigeants, une nomenclatura, je veux bien. Il ne faut pas parler de bureaucratie, parce que c'est un terme anti-fonctionnaire, utilisé par les libéraux, qu'utilisent aussi les trotskistes et les anards, en bon idiot utile des libéraux qu'ils sont. Mais bon. Mais en fait, si on veut donner au communisme, au socialisme, à l'anticapitalisme une image digne de ce nom, une image morale digne de ce nom, il faut utiliser la figure de Jaurès. Évidemment, l'utiliser sans la pervertir, être dans une approche fidèle à l'esprit de Jaurès, qui est une approche de démocratie socialiste, de pluripartisme, assumé,
hein, la caricature du parti unique dans le bloc de l'Est. Faut arrêter avec les mecs qui ont des portraits de Staline. Même si la situation historique est beaucoup plus complexe que cela, effectivement, bon, la complexité de l'histoire soviétique, je ne prétends pas la maîtriser pleinement comme un soviétologue. Mais, quoi qu'il en soit, l'histoire soviétique, ce n'est pas ce que vous apprenez dans le secondaire avec des manuels où on vous parle du totalitarisme, qui est une notion de la philosophe libérale Hannah Arendt, qui d'ailleurs, en termes de totalitarisme, couchait avec. Hein. Elle couchait avec un nazi. Elle couchait avec Heidegger, son professeur. Donc elle était bien placée pour le côtoyer de très près, le totalitarisme, puisqu'elle couchait avec. C'est une libérale qui couche avec un nazi. Bon. Comme quoi, on sait très bien les proximités très intimes entre libéralisme et fascisme. Je vais être un peu graveleux, mais voilà, il faut quand même savoir que ceux qui nous parlent de totalitarisme, on sait très bien que dans les entre guillemets totalitarismes, notion très vague et très floue qui vise à confondre fascisme et communisme, fascisme, nazisme et communisme en un même ensemble, eh bien, ils ont une préférence pour le totalitarisme d'extrême droite, à ces gens-là, au totalitarisme, comme ils disent, d'extrême gauche. Enfin, ils ont préférence et pour le fascisme plutôt que le communisme, ces gens-là, hein, qui nous parlent, ces libéraux qui nous parlent de totalitarisme. Il faut bien s'en rendre compte. D'ailleurs, le libéralisme est un totalitarisme si on veut affiner le truc. Hein, c'est un totalitarisme du marché, le libéralisme. Le marché totalisant dans un système capitaliste libéral, qui est dans un aboutissement des logiques du capitalisme, c'est un totalitarisme du marché. Donc, voilà, donc il faut prendre en compte ça. Il faut prendre en compte cela. L'idée jaurésienne est évidemment à marier avec l'idée léniniste, affirmée haut et fort contre le gauchisme, anarchiste et trotskiste. Elle est à défendre dans ses principes de lien entre république et socialisme, et c'est la solution. La solution, c'est pas d'être un nostalgique du vieux marxisme-léninisme. Il faut pas cracher sur le marxisme-léninisme en disant que le marxisme-léninisme est le pire horreur du monde, que c'est une idéologie à rejeter. Non, c'est une idéologie à adapter en faisant une synthèse entre marxisme-léninisme et pensée jaurésienne, ce que faisait dans la pratique quelque part, dans une certaine mesure, le vieux PCF de l'époque de Thorez, de Duclos, de Waldeck-Rochet. Il faut revenir à une synthèse Jaurès-Lénine, cette fois-ci non pas une synthèse de référence, simple référence, mais une synthèse défendre une synthèse théorique de Jaurès et de Lénine. C'est ça la voie. C'est d'aller vers la République sociale. Hein, le discours sur la... Hein. Alors aussi, ce qu'il faut savoir sur Jaurès, c'est que si Jaurès défendait le socialisme, il avait une vision très complexe de l'économie, c'est-à-dire que Jaurès défendait à la fois le modèle coopératif et les nationalisations. Il défendait davantage l'idée de nationalisation que d'étatisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Enfin, il était pour des nationalisations, des étatisations, mais Jaurès avait sa propre conception des choses. Alors, Jaurès considérait qu'il y avait des moyens de production qui devaient être nationalisés, d'autres municipalisés, d'autres coopérativisés, qui devaient avoir une propriété d'un côté
nationale, communale et, coopérative dans sa vision du socialisme, de l'économie socialiste. Mais il considérait aussi que nationaliser, ça signifiait que ça n'allait pas être forcément que l'État, mais le peuple. Jaurès envisageait qu'il y ait des groupements professionnels d'ouvriers et de techniciens qui, un peu un peu comme une forme de syndicat interprofessionnel, si vous voulez, de syndicat, qui permettent de gérer la production par la base, en fait. Donc en fait, Jaurès avait une vision, avait le mérite de, c'est pas une caricature sa vision de l'économie socialiste, c'était, il la voyait sur plusieurs couches, sur plusieurs niveaux, sur plusieurs approches du collectivisme. Il y avait plusieurs formes, plus ou moins adaptées à telle ou telle réalité de l'économie. Il y a des secteurs qui doivent être nationalisés, d'autres municipalisés, d'autres coopérativisés. Ce qui est très malin, au passage, ce qui est très intelligent. Voilà. Ça permettrait, cette vision-là, ça permettrait de prouver aux gens que qu'on peut défendre une vision du socialisme qui se fait à l'échelle, à la mesure de l'homme, à la mesure de l'homme et à la mesure des moyens administratifs et techniques, et qu'on peut très bien envisager de rendre le socialisme beaucoup plus efficace que toutes les critiques qu'on a faites sur le modèle soviétique. Qu'on puisse par exemple planifier localement l'économie, en plus de la planifier centralement. Ce genre de choses. On peut très bien utiliser cette figure de Jaurès pour défendre cela. Donc voilà. Donc voilà, je considère que dans cette optique-là, eh bien, nous devons aller vers la République sociale et que c'est ça notre voie, en fait. C'est la République sociale, bien sûr, c'est la République démocratique, laïque, sociale, voilà, enfin, une et indivisible, bien sûr. Mais si vous voulez, la République, dans son sens français, est laïque. Il y a un lien entre la sociale et la laïque aussi. C'est-à-dire que la fragmentation identitaire que produisent les religions mène à des résultats nécessairement antisociaux. Elle mène à la division des travailleurs et profite donc au capital. Voilà. Voilà, donc je considère qu'il faut défendre, si vous voulez, une vision d'inspiration jauresienne pour, pour arriver à construire une alternative au système capitaliste. Ce ne sera pas les anards, ce ne sera pas les trotskistes, ce ne sera pas les ML stalino-dogmatiques, les odjaïstes ou les maoïstes qui vont amener vers eux les masses. En tout cas, pas en France. En Russie, il y a sûrement des nostalgiques de Staline, du fait qu'ils ont vu sous Yeltsin leurs conditions de vie se dégrader considérablement, sont peut-être un peu améliorées sous Poutine, mais voilà, Poutine, c'est pas un homme de gauche, c'est un homme surtout intéressé par l'intérêt national, dans une vision de réelle politique. C'est un nationaliste russe qui sait se rendre populaire en faisant une politique un peu plus sociale que Yeltsin, qui était un ultralibéral, je rappelle, enfin en rétablissant un certain nombre d'acquis sociaux, effectivement, ce qui le rend populaire. Voilà, ce qui le rend populaire quelque part, c'est l'impopularité de son prédécesseur. Bon. Mais voilà, pour les Russes, il y a beaucoup de choses qui font que Poutine est quelque part mieux que Yeltsin, qui était un agent américain par ailleurs. Mais voilà. Euh, En France, on aura difficilement autant de nostalgiques de Staline qu'en URSS. En URSS, ils ont vu des conditions matérielles s'aggraver à la chute de l'URSS. Il peut y avoir peut-être une résurgence, quoi qu'on ne sait pas. En France, on a une histoire qui est la nôtre et que je sache, Staline n'était pas français.
Alors Lénine était russe, euh, mais Lénine ne donne pas vraiment la même image que Staline, que ce soit à tort ou à raison, ça c'est un autre débat. Lénine, c'est en tant que penseur intellectuel, qui est aussi admirable en tant qu'intellectuel, en tant que philosophe politique, en tant que philosophe aussi tout court, si vous voulez vous coltiner matérialisme et empiriocriticisme. Mais voilà, il y a, des références qui sont proprement françaises. Et bon, si vous êtes chinois, vous aurez des références à Mao ou à Deng Xiaoping ou Zhou Enlai ou la bande des quatre, qu'un français ne maîtrisera pas tout autant. Mais voilà, il y a ce terreau, ce terreau national, entre guillemets, vous ne faites pas de mauvais jeu de mots, du socialisme, hein, ce terreau pour le socialisme proprement français qu'est Jaurès. Voilà. Euh, et donc, faut le cultiver, ce terreau. Aujourd'hui, on a travesti la pensée de Jaurès. Certains l'ont récupéré. Pensez à une bonne partie de l'extrême droite qui a osé récupérer Jaurès pour l'immigration, mais qui ne le récupérait pas sur la collectivisation des moyens de production et d'échange. Bon, et qui, bon, ne serait peut-être pas dans la même optique que lui sur un certain nombre de questions. Euh, on a le PS, centre-gauche, qui a voulu le récupérer, mais qui l'a complètement trahi pour faire au final une politique sociale libérale, voire carrément libérale. Et on a LFI qui l'a récupéré un temps et qui, en fait, au final, au lieu de faire une politique socialiste républicaine, s'est mis à faire de l'indigénisme, à faire de l'américanisme mental, à sortir toutes les idioties intersectionnelles et venir à draguer tous les anards et trotskistes les plus délirants qui soient, à se donner une image what the fuck, qui a absolument rien à voir avec une approche jaurésienne et humaniste. J'ai rien à voir avec l'approche d'un socialiste démocratique. Vous voyez un mec de LFI, vous ne voyez pas un mec épris de démocratie, hein, quand vous voyez un militant LFI. Vous voyez l'exact inverse. Vous voyez quelqu'un d'intolérant, sectaire, qui a rien à voir, qui a plus à voir avec une forme de post-anarchiste et de post-trotskisme, avec un étrange autoritarisme stalinien, entre guillemets, mais avec l'antinationalisme trotskiste, euh, une vision anti-républicaine, anarque, rejoignant une vision anti-républicaine, indigéniste, anti-laïque, je veux dire, des indigénistes et anti-universalistes des indigénistes, rejoignant toutes les approches antimatérialistes des intersectionnels dans une forme de bouillasson gauchiste droitard, hein, puisque c'est un gauchisme qui en réalité a des conséquences réactionnaires, libérales ou réactionnaires, bon, conséquences de libéralisme libertaire ou d'aspect identitaire réactionnaire. Bon. Rien à voir avec la pensée de Jaurès, la France insoumise. Jaurès manque de représentation politique. Il convient de donner une certaine représentation politique à la pensée jaurésienne, et sans travestir. Alors, sans être dogmatique en disant que les langues régionales, machin, ça serait bien, ou machin truc, bon, ou qu'il faudrait. Bon, bref. Mais sans non plus faire de Jaurès un approche de la gauche, un apôtre de la gauche Terra Nova. Enfin, ce serait ridicule. Ou du PS, ou de LFI, ou du RN, ou ce que vous voulez. Mais bon.
Oui, la référence au RN, c'est que à une époque, ils avaient sorti un slogan du type Jaurès aurait voté Front National. Bon, ce qui est faux, hein, au passage. Il n'aura pas voté pour un parti de la bourgeoisie, euh, un parti opportuniste bourgeois. Mais bon, voilà. Donc voilà, l'optique de ma chaîne, c'est une optique qui est plutôt jaurésienne au final, mais néanmoins léniniste. Bon, bah sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons.